Comment ça se fait que les terroristes, ils ont vu un peuple à cibler? Comment ça se fait qu'ils ont été capables de nous voir comme un ensemble, mais que nous, on s'est regardés les uns les autres et on a commencé à se pousser l'un et l'autre? Moi, je suis parti d'une position de grande naïveté par rapport aux questions qu'aborde le film. Disons que je me considérais comme antiraciste, mais sans avoir jamais vraiment réfléchi à la question. Et ce qui m'a fait démarrer ce film, c'est particulièrement le discours sur la déchéance de nationalité prononcé par François Hollande en 2015 après les attentats, qui, on s'en souvient, commence par une introduction de lui-même disant que la France a été attaquée parce que c'est le pays des droits de l'homme, puis met en avant le projet de déchéance de nationalité au mépris de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Et le pire, c'est pas qu'un président qui se considérait encore comme un président de gauche se soit laissé aller à cette dérive, mais c'est que l'intégralité du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, s'est levé pour l'applaudir. Pour moi, ça marquait un tournant dans l'histoire politique. Mais encore une fois, depuis une position de grande naïveté de ma part. Grande naïveté parce que ce que j'allais découvrir par la suite m'a fait quand même tomber de ma chaise. Je suis parti en exploration des archives pour essayer de remonter à l'origine de ces discours, de ce type de discours que par ailleurs j'avais l'impression d'entendre depuis toujours. Et en effet, ça m'a ramené jusque dans les années 80, à peu près aux années de ma naissance. Pour faire une découverte qui n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Pour être plus précis, mon postulat de départ, c'était pourquoi des discours qui me paraissaient exclusifs à l'extrême droite il y a une quarantaine d'années ont contaminé le reste du champ politique. Alors évidemment, ma surprise fut grande de découvrir que c'était en fait, au début des années 80, la gauche qui avait mis, la gauche de gouvernement qui avait mis à l'agenda médiatique cette modalité-là de discours et qui allait ensuite s'imposer à toutes les autres forces politiques au fil des 40 années qui ont suivi, jusqu'à devenir totalement hégémonique aujourd'hui. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. On a tendance souvent à opposer un cinéma du fond à un cinéma de la forme, et souvent à cataloguer le cinéma militant comme étant uniquement un cinéma de fond, pris par les urgences matérielles de l'histoire et par conséquent se désintéressant de la forme. La réalité, c'est que moi j'ai l'impression que si on regarde un peu plus loin, l'histoire du cinéma militant, c'est aussi l'histoire de grandes inventions formelles, qu'il s'agisse des lettristes, de Chris Marker, de l'avant-garde new-yorkaise des années 60-70, parce que pour répondre à un discours dominant, et proposer un contre-discours, il faut aussi apporter une forme nouvelle, pour ne pas s'inscrire dans la forme du discours sur lequel on vient porter une critique. Que doivent vivre les 19-20 ans qui sont noirs ou arabes, qui débarquent sur le marché du travail, dans un climat où vraiment l'islamophobie s'est vraiment décomplexée? Ça dépend comment c'est fait, il faut pas embellir, neutraliser par l'esthétique un discours politique. Mais là, dans mon film, j'ai l'impression que, comme j'agis notamment par des déchirements d'images de personnalités politiques, sous l'intensité de ces discours et la violence de ces discours, leur caractère raciste, obsessionnel, etc., qu'on inflige au public, j'ai l'impression que ça fait du bien aussi de voir cette espèce de geste de colère que je peux avoir de déchirer des images. C'est salvateur. Ça, c'est important. Ça l'a été pour moi au moment de faire le film. Au début, j'avais une intention beaucoup plus minimaliste qui consistait à plier les images en écho au titre du film. Et puis en ayant passé des centaines d'heures avec ces discours-là, il y a un moment où je pense que... déjà, j'en avais besoin personnellement, mais je pense aussi que j'étais attendu sur une proposition formelle qui marque une position de réalisateur. Pour autant, c'est là où c'est dangereux, je pense, et où il fallait faire très attention, c'est dans tous les montages d'archives, il y a des questions éthiques qui se posent à chaque montage d'image. Ça concerne tous les films d'archives, mais quand on est en lutte avec des images qui sont des images du pouvoir, qui sont elles-mêmes pénétrées d'un montage idéologique, il y a la nécessité de garder, de laisser au spectateur la possibilité de penser par lui-même les images. C'est pour ça que chaque fois que j'apporte une modification sur les images, un déchirement, etc., on verra toujours l'archive brute avant ou après. Le problème de l'immigration... Nous défendons nos revendications, nos droits
On veut travailler dans la dignité. Moi, j'ai un rapport à la fois iconoclaste et iconophile aux images. En même temps, je les sacralise. Et dans le même film, il y a des déchirements d'images et la nécessité de venir apporter une contre-image aussi, d'aller aux côtés des victimes, de donner la parole, etc., de faire exister des images qui n'existent pas dans le schéma de distribution médiatique dominant. Et sans doute surréaliste, ouais, ça me déplaît pas comme qualification. 6 mois plus tard et plus de 3500 perquisitions au compteur, moins d'1% d'entre elles se révéleront liées à des faits de terrorisme. Ce qui aura donc valu à des milliers de familles simplement perçues comme musulmanes. C'est parce que le discours que je recherchais, dont je recherchais les origines, m'a ramené jusqu'au début des années 80. Et pas avant. Non. C'est une nouvelle modalité du discours xénophobe ou du discours raciste qui s'installe là et qui prend non plus la figure de l'étranger, mais la question de l'islam. Et c'est une nouvelle modalité du discours raciste. C'est-à-dire que, je peux résumer 2 minutes cette séquence-là. Au début des années 80, l'élection de la gauche soulève un vent d'espoir dans le pays auprès des classes populaires. Et notamment auprès des classes ouvrières immigrées qui travaillent dans de nombreuses industries, en particulier l'industrie automobile. Il y a des premières grèves qui sont lancées, qui sont victorieuses, et d'ailleurs qui sont soutenues par le gouvernement. Et ça fait suite, je ne vais pas tout détailler, mais ça fait suite à 40 ans de tyrannie dans ces usines où les ouvriers sont maltraités, etc. On les a appelés les grèves de la dignité. Simplement, à mi-mandat, le Parti socialiste décide de changer de logiciel idéologique et d'adopter les thèses libérales anglo-saxonnes, et ça marque ce qu'on a retenu comme étant le tournant de la rigueur, quoi. Par conséquent, ça paraît difficile, en plein tournant de la rigueur, de continuer de soutenir les grèves des ouvriers immigrés dans l'automobile. À ce moment-là, la droite est à l'offensive contre les grévistes en disant ils sont étrangers, ils sont venus, ils en ont bien profité, ils ont qu'à rentrer chez eux. D'ailleurs, il y a un slogan qui circule à ce moment-là qui est « Prends 15 000 balles et tire-toi ». Le problème, c'est quand les élites ont réalisé que ces musulmans étaient là pour rester. Et qu'en plus, ils osaient demander l'égalité. La gauche, se considérant comme antiraciste par essence, peut difficilement adopter le discours de la droite et du coup va donner corps à cette nouvelle modalité de discours qui est de dire mais nous on n'a pas de problème avec le fait qu'ils soient étrangers. Par contre, il y a des problèmes d'intégrisme dans les grèves. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, sur Europe 1, qui est pourtant pas une radio de gauche, se verra un peu bousculé par un journaliste qui lui demande s'il a des informations un peu plus précises sur la question. Il dit oui, j'ai des informations, j'ai des renseignements très sourcés. Il s'agit d'une grève chiite. Les ouvriers qui travaillent dans ces usines étant algériens, marocains, tunisiens, s'ils sont musulmans, ils sont assez probablement sunnites et pas chiites. Donc on voit à quel point c'est une manipulation sortie de nulle part. Un autre exemple, c'est le ministre du Travail de l'époque, que le chercheur Vincent Guay, qui intervient dans mon film, a pu interviewer avant son décès il y a quelques années, et questionner sur ces éléments de langage. Et croyez-le ou non, il s'en souvient pas. Il s'en souvient pas parce que, pourquoi pas, c'est une manœuvre politique comme tant d'autres dans une carrière. Incompétence, méconnaissance ou manipulation informée, le résultat est le même. Le but est de soutenir et de refuser le soutien aux grévistes, alors même qu'ils ont été élus sur un programme de rupture et de faire revenir les questions sociales au centre de l'agenda politique. Là, ils cherchent un motif pour ne pas soutenir les grévistes. Ils prennent celui-ci parce que ça leur est fourni par des documents qui sont construits par le patronat et qui suggèrent qu'il y a un problème musulman dans les grèves, qu'il y a un sorcier qui manipule les grévistes, et ce genre de conneries. Et puis, bien sûr, il y a l'imaginaire de la révolution iranienne qui a eu lieu en 79 et qui a beaucoup déstabilisé les milieux intellectuels de gauche, parce qu'ils estiment que normalement la révolution se fait sur leur base idéologique et que là, d'un coup, une révolution religieuse, a fortiori islamiste, il y a beaucoup de milieux intellectuels à gauche qui ont eu du mal à la comprendre. Et par conséquent, c'est une espèce de... on emploie des termes qui évoquent la révolution iranienne pour désigner les immigrés en France. On désignera les leaders grévistes d'ayatollah. À un moment, on s'est posé la question de faire un film de 9 heures qui mettrait bout à bout l'intégralité des discours
racistes et des autres horreurs qu'on a pu entendre à la télévision depuis 40 ans. Vraiment, et le tout sans commentaire, ça aurait pu être une forme de performance. Malheureusement, ça aurait été bien sûr insoutenable pour le public. Et puis surtout, financièrement, pour nous, inimaginable. Les archives, elles coûtent 1 000 € la minute. Aujourd'hui, on voit bien, il y a des gens qui font une carrière en adoptant ce type-là de discours, qui font une carrière médiatique, qui vendent des livres, etc., simplement parce qu'ils ont adopté ces modalités de discours. Et qui sont prêts à les servir à n'importe quelle chaîne de télé qui les invite, quoi. Je ne vais pas citer des noms, mais ils se reconnaîtront, il y en a beaucoup.